Quand on parle du numérique, le sujet est un peu large. Enfin, quand on parle de transformation numérique, on peut parler de la société, des grands groupes, des PME qui sont par exemple notamment très en retard. Nous, on s'intéresse avec France Digital en particulier à l'émergence par le numérique des vocations entrepreneuriales, de la création des startups et ensuite, une fois que les startups sont créées, qu'elles deviennent ce qu'on appelle des scale-up. Et le retard qu'on considère avoir aujourd'hui, il est toujours réel, même si en fait on a eu d'énormes levées de fonds durant ces 2 dernières années avec des dossiers qui ont été financés en dizaines de millions, voire centaines de millions d'euros. Donc on a franchi des caps et certaines des boîtes françaises sont réellement devenues internationales. Pour autant, on n'en a pas assez. D'ailleurs, il y a un classement récent qui fait le référencement des unicorns, ces fameuses licornes qui sont des startups qui valent plus d'1 milliard de dollars sur le marché privé, c'est-à-dire sans être cotées en bourse. Et sur les 25 ou 26 nouvelles unicorns de cette année, il n'y en a aucune française. Donc finalement, on a encore un problème, un retard quand on compare la France, évidemment, à la Silicon Valley, ce qui est en fait une comparaison non pertinente parce qu'on a là-bas un écosystème qui est beaucoup plus ancien, beaucoup plus mature, avec beaucoup plus d'argent et puis des synergies entre grands groupes des générations précédentes et startups des nouvelles générations qui sont beaucoup plus fortes. Pour autant, c'est un modèle à suivre, mais la comparaison la plus pertinente, elle est probablement avec des écosystèmes comme Israël, la Scandinavie, l'Angleterre, qui a un PIB finalement à peu près équivalent à celui de la France. Et là, on est réellement en retard. Donc on continue de travailler sur tous les sujets qui expliquent ce retard pour lever l'ensemble des freins qui sont associés notamment toujours quand même aux questions de financement. C'est pour ça d'ailleurs que le Brexit est plutôt une mauvaise nouvelle parce que beaucoup de l'argent qui arrivait en Europe passait par la place londonienne. Nous, on pense que le grand scandale aujourd'hui, finalement, dans l'économie française, et la raison pour laquelle on a envie de s'adresser au monde politique, c'est qu'on a un taux de chômage terrible, notamment chez les jeunes. En gros, il est de 25% chez les jeunes de moins de 25 ans, ce qui est historique. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire économique et politique française. Or, il se trouve que dans le domaine des startups, on crée des emplois. Et on a plutôt un chômage négatif, c'est-à-dire qu'on a du mal à recruter. On a plutôt des postes ouverts. Donc on comprend qu'il y a un problème de la rencontre entre l'offre et la demande sur le marché du travail. On a plein de jeunes qui ne trouvent pas des jobs, qui n'ont pas les bonnes formations, et au contraire, dans l'univers des startups qui grossit vite, même si ce n'est pas encore une part très importante du PIB, on ne trouve pas les jobs. Donc il y a une question ensuite, quand on cherche à y répondre, elle n'a pas une seule réponse. Ce n'est pas juste une question de formation, d'éducation, mais la formation et l'éducation, c'est hyper important et ça commence à l'école. Donc c'est un sujet qu'on va porter aux candidats de l'élection 2017, qu'ils soient de droite comme de gauche. On a toujours des questions de financement que j'évoquais et qui sont le fait qu'il faut plus d'argent pour amorcer toutes ces entreprises, qu'il y en ait davantage et puis surtout qu'elles grossissent. Donc il faut davantage de business angels. Il faut prendre un certain nombre de mesures pour transformer les Français d'épargnants en investisseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on épargne beaucoup, on met l'argent sur les assurances vie. Je rappelle qu'il y a environ un peu plus de 1500 milliards d'euros qui dorment en France sur les assurances vie, avec d'ailleurs des rendements assez faibles pour les épargnants. Et si on proposait qu'un peu de cet argent, en changeant un certain nombre de règles fiscales et réglementaires, y compris au niveau européen, un petit peu de cet argent était dirigé vers la création d'entreprises et le financement de la croissance des entreprises, on créerait en fait plein de jobs. Après, on a aussi des problèmes quand même sur le droit du travail en tant que tel. On a un contrat de travail qui est très rigide. Et alors, il faut faire attention parce qu'on sait bien, on a vu avec l'initiative de la ministre El Khomri, c'est que quand on parle de droit du travail, les gens descendent dans la rue, mais on veut que les hommes politiques quand même aient le courage de continuer d'adresser cette question. C'est très important. On n'est pas en train de dire qu'on veut virer pour tout et n'importe quoi et qu'on est des méchants patrons. Il se trouve juste que quand on crée des startups, des petites entreprises, on a besoin d'agilité. On prend parfois la comparaison avec le contrat de mariage. Aujourd'hui, on ne peut pas se marier à vie entre une entreprise et un salarié. Le salarié peut avoir envie de partir plus vite parce qu'il bouge, il forme, les techniques, les métiers changent très très vite. Et puis les entreprises, elles peuvent avoir des fortes croissances, mais elles peuvent aussi avoir des problèmes financiers. Et donc elles ont besoin de se retourner. C'est ce qu'on appelle nous dans les startups des pivots. Et de temps en temps, il faut pouvoir réduire en fait les effectifs pour embaucher plus tard. Et au total, les startups ont recruté et recrutent beaucoup de monde et leurs effectifs dans le baromètre France Digital sont en croissance de plus de 30% par an. Donc c'est énorme sur un échantillon représentatif et l'étude qu'on mène avec EY chaque année. Plus de 30% par an. Mais pour arriver à cette croissance-là, la réalité, c'est qu'entre-temps, il y a aussi eu des départs, puis ensuite de nouveau des embauches, puis des départs, puis des embauches. Et donc, en fait, on fait des courbes avec des hauts et des bas, et au total, on a un solde positif.
la réalité, c'est que le nombre de sites de e-commerce en France a cru de manière incroyable. Il y a plus que 100% de croissance sur 5 ans en nombre de sites de e-commerce. Je ne parle pas du chiffre d'affaires généré par l'e-commerce, mais le nombre de sites de e-commerce. Il y a plein de petits sites de e-commerce, bien entendu, puisque je dirais que le gros du chiffre d'affaires, enfin en gros, il y a 95% qui ne réalisent que 15% de total du chiffre d'affaires. Donc on constate une sorte de polarisation, avant même de parler d'Amazon, entre les très gros et plein de petits. Donc ça pose la question effectivement d'Amazon en particulier qui est effectivement réellement dominant, un peu moins en France que dans d'autres pays, mais globalement dominant dans le monde. Et la question intéressante, c'est de voir quels sont les contre-pouvoirs, parce que c'est vrai qu'on n'aime pas quand il y a après un monopole. Donc on a Rakuten en Asie qui a acheté PriceMeister, Alibaba également, eBay a plus de difficultés aujourd'hui, mais on a une arrivée, une montée en puissance également des grands distributeurs français, qui sont aujourd'hui dans le top 10 des audiences du e-commerce, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ans. Donc il y a finalement assez peu de pure players dans le top 10. Alors il y a effectivement PriceMeister, Amazon en premier, il y a également eBay. Et si on considère que ces trois-là sont des pure players parce qu'ils sont réellement, je dirais, créés et leurs actionnaires sont purement, ne sont pas des groupes industriels ou de distributeurs, tous les autres, Cdiscount depuis 2000 est dans le groupe Casino, et puis tous les autres, Carrefour, Leclerc, Fnac et Darty qui fusionnent, Carrefour qui a racheté Rue du Commerce, Leclerc est monté en audience également, ont eu des préoccupations, ils ont été en retard par rapport à des Walmart ou à des Tesco en Angleterre ou aux États-Unis, mais aujourd'hui ils sont en train de monter en puissance, ils ont la force des marques, parce qu'ils ont des marques puissantes qui sont connues depuis bien avant l'Internet, ils ont des réseaux de magasins pour faire du click and collect, ils ont des moyens financiers pour investir sur les data et la personnalisation, donc je pense qu'en fait le jeu n'est pas encore jouer d'une certaine manière. On voit que Walmart a acheté Jet.com pour plus de 3 milliards de dollars alors que la société avait moins de 2 ans. Donc on voit une sorte de délire un petit peu paranoïaque face à Amazon. Il est tout à fait compréhensible parce qu'à un moment donné, ils n'hésitent pas à perdre de l'argent dans des pays pour gagner des parts de marché. Mais il y a également d'autres marques potentielles et il y a des façons supplémentaires de jouer le positionnement. Donc soit en étant tout petit et ultra spécialisé, soit en ajoutant beaucoup de services, c'est le cas de PriceMeister et Rakuten, au-delà je dirais de l'automatisme du logiciel informatique, soit en ayant des marques et des réseaux de distribution physique. Nous, PriceMeister, sur les 3-4 dernières années, on a eu aussi des hauts et des bas. En 2014, on avait bien optimisé pour vraiment, on était concentré sur la génération du profit, en discussion évidemment avec notre actionnaire Rakuten qui nous a racheté en 2010. Mais du même coup, j'avais probablement trop serré les boulons en termes d'investissement de pari sur la croissance. Et donc 2015 a été plutôt une année très difficile. Et donc on a dû retravailler à la fois la construction de la marge, ce qu'on fait en 2016 avec beaucoup de succès. On a aussi changé beaucoup notre organisation. On a un comité de direction qui a beaucoup évolué sur les 12-18 derniers mois. On a un nouveau directeur technique depuis 1 an, on a deux nouveaux DGA et on a regagné beaucoup de points de marge en fait, ce qu'on appelle la marge sur coût variable, la marge contributive qui est essentielle parce que dans un marché hyper concurrentiel, il n'y a pas que Amazon, il y a vraiment beaucoup de places de marché maintenant en France. Quasiment tous les sites de e-commerce ont créé leur place de marché en copiant le modèle Amazon, c'est-à-dire je vends mes produits en direct et j'ai ma place de marché à côté. Tout le monde l'a fait. Nous, on est un peu différent parce qu'on n'a pas de magasin et de distribution ou d'entrepôt. On fait juste de la place de marché. En revanche, on fait du C2C et du B2B2C, des vendeurs particuliers et des marchands professionnels. Et donc ça, c'est relativement unique parce que sous un même toit, on a des produits neufs et des produits d'occasion avec des garanties et du service, ce qu'on appelle nous le service tiers de confiance. Et là-dessus, ça permet de régénérer de la marge en valorisant pourquoi on prend une commission, mais également évidemment en accentuant une démarche que nous on appelle assez basiquement en marketing user-centered ou user-centric, c'est qu'on remet vraiment l'utilisateur au centre et on se pose la question de qu'est-ce qu'il veut. Et donc on a beaucoup moins investi sur la croissance et beaucoup plus sur la marge en 2016 pour repartir très fort en 2017 et ça se passe très bien. Aujourd'hui on a réaugmenté notre marge de près de 15, un peu plus de 15% par rapport à l'année dernière. On a rééquilibré le C2C et le B2B2C, c'est-à-dire en fait on avait mis beaucoup d'énergie sur les marchands professionnels, on remet plus d'énergie maintenant sur les particuliers, notamment on a lancé la géolocalisation, un moteur de recherche qui permet de payer en ligne et ensuite d'aller chercher soi-même le produit chez son vendeur en bénéficiant des mêmes garanties, mais en économisant les frais de port et en gagnant du temps. Si on veut acheter le matin et le chercher le soir, par exemple, c'est possible. Et donc ça nous permet en fait d'aller chercher des nouvelles catégories de produits. Et donc l'année prochaine, on va accentuer la croissance sur des nouvelles catégories de produits, par exemple des produits plus encombrants qui sont compliqués d'envoyer à distance, etc.